Bon, je pense qu'on va s'y mettre doucement. Alors aujourd'hui déjà dans le chat, sachez qu'on sera accompagné de Jennifer et Amélie qui font aussi partie de notre équipe de chargés de compte et qui seront là soit pour répondre à vos questions en vous partageant des ressources disponibles de notre côté sur Spendesk, mais aussi en compilant peut-être les questions qu'on pourra traiter tous ensemble à la fin de cette conférence. Aujourd'hui, on parle donc du e-invoicing. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une réforme arrive. Elle a été prévue pour juillet 2024. Là, elle est décalée. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de tout comprendre sur le sujet et de vous aider à vous projeter aussi dans ce que prépare Spendesk avec les informations, bien sûr, disponibles à ce jour et qui ont été partagées par le gouvernement. Aujourd'hui, pour parler du sujet, je suis accompagnée de la meilleure personne chez Spendesk pour vous donner ces informations, en la personne de Thomas. Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui? Bonjour à tous, Thomas, Product Manager chez Spendesk, et donc je suis en charge du programme de la facturation électronique, tout le programme pour adapter Spendesk aux enjeux de cette réforme et faire en sorte que cette transition soit le plus fluide possible pour vous, nos clients. Dès 2026, on se préparait pour 2024 et vous verrez que maintenant c'est pour 2026. Merci Tom. Et donc moi, Manon, comme je vous le disais et comme je le reprécise pour ceux qui nous ont peut-être rejoints entre-temps, je fais partie de l'équipe de chargés de compte chez Spendesk et je travaille depuis quelques mois avec Thomas aussi pour faire de la pédagogie auprès de nos clients sur ce sujet. Et donc, nous présentons ensemble cette conférence aujourd'hui. Je vous propose un petit quiz pour démarrer. Vous connaissez peut-être CFO Connect, qui est la communauté de collaborateurs qui travaillent en finance gérée par Spendesk et animée par Spendesk. En mai 2023, Spendesk, au travers de CFO Connect, a lancé un sondage pour essayer de comprendre quelle place cette réforme occupait dans l'esprit de nos clients. Et la question était la suivante, le résultat en tout cas apporte cette question suivante: quelle part des équipes financières, à votre avis, n'ont pas encore décidé quelle solution ils choisiront ou alors ne sont pas encore au courant de la nouvelle réglementation sur le e-invoicing? Cette étude date de mai 2023. Nous sommes quelques mois après, mais moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ce pourcentage. Donc, n'hésitez pas à donner vos réponses dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on parle de 20% des équipes financières, de 40, de 80, de 100, de 120% même peut-être? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir donner votre avis dans le chat. Est-ce qu'on a des idées? Sandrine, ok, 30%. Parfait. Qui dit mieux? Cécile dit mieux. Alors, c'est pas une vente aux enchères, mais effectivement, on a plusieurs écoles. Est-ce que quelqu'un d'autre veut proposer une réponse avant que je ne dévoile le résultat tant attendu? Ok, alors je trouve ça assez intéressant parce qu'on se rend compte, en fait, même nous en interne chez Spendesk, qu'il y a une grosse disparité d'appréhension du sujet chez nos clients. Et puis là, vos différentes réponses. Alors, je ne sais pas si Julie, vous avez dit 80% pour proposer un panel complet, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a une diversité dans l'appréhension du sujet. Eh bien, figurez-vous qu'en mai 2023, 86% des équipes financières n'avaient pas encore décidé quelle solution elles choisiraient par rapport à la réforme du e-invoicing. Donc, Julie, vous êtes la plus proche. Félicitations. On a un beau tonnerre d'applaudissements virtuels et merci de m'aider à faire vivre cette conférence aujourd'hui. Et donc, ce chiffre, forcément, est très, très haut. Nous, chez Spendesk, on parle directement aux équipes financières pour les accompagner dans leurs besoins. Donc, vous imaginez bien qu'on a compris qu'il fallait aussi vous accompagner au mieux dans, une nouvelle fois, l'appréhension de ce sujet à la fois technique et légal, en tout cas, c'est sûr, complexe, en vous proposant aujourd'hui cette conférence. Et donc aujourd'hui, l'agenda que Thomas va dérouler avec mon accompagnement est le suivant. Dans un premier temps, il va être question de comprendre en fait les grands enjeux de la réforme, vraiment d'un point de vue très très généraliste pour que vous ayez en tête les tenants, les aboutissants et tout ce qu'il y a dans l'intervalle au sujet de la réforme du e-invoicing. Dans un second temps, Thomas vous présentera un peu plus précisément les différentes approches possibles pour les acteurs de la tech, celles qui ont été envisagées et finalement le choix de Spendesk dans la gestion du e-invoicing
et la façon dont ça se transcrira demain dans notre produit. Une nouvelle fois, je le précise, compte tenu des informations qui sont à la disposition de tous les acteurs aujourd'hui concernés par le sujet et qui ont été données par le gouvernement, qui les donne au fur et à mesure. Et dans un dernier temps, vous, en tant que client, ce qui vous intéresse aussi sans doute est de comprendre qu'est-ce que vous avez à faire et comment gérer cette réforme et comment Spendesk va vous aider à le faire. Et donc, naturellement, on prendra un petit moment pour vous proposer un mode d'emploi sur le sujet. On prendra également un temps de questions et de réponses à la fin. N'hésitez pas une nouvelle fois à utiliser le chat pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Si vous avez des questions au passage sur d'autres fonctionnalités de Spendesk, Amélie et Jennifer pourront vous repartager des ressources en direct dans le chat. Donc, si Thomas, tu es prêt, je te propose qu'on commence avec notre première étape qui va être de comprendre cette réforme de la facturation électronique. Thomas, je te laisse la. Merci Manon. Donc, avant tout, je tiens à préciser que donc, le calendrier a changé. Donc, on va regarder ensemble les différentes timelines qui sont devant nous quand on parle de la réforme de la facturation électronique. Donc, je vais vous partager dans un premier temps la première timeline qui a été partagée initialement, et c'était celle pour laquelle on se préparait. Donc, on comptait être prêt pour juillet 2024. Vu que c'est repoussé, pas de problème, puisqu'en fait, nous, on voulait être dans les temps pour juillet 2024. Donc, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Donc, il y avait 3 grandes étapes. Celle de juillet 2024, dans un premier temps, qui était l'obligation d'émission pour les grandes entreprises. Et donc, ce qui vient avec l'obligation d'émission, c'est naturellement l'obligation de réception pour toutes les entreprises, puisque naturellement, si vous travaillez avec une grande entreprise et qui est amenée à facturer et donc à émettre ses factures dans le cadre de cette réforme, il faut bien entendu que n'importe quel client puisse être en mesure de réceptionner les factures dans ce cadre-là. Et on verra plus précisément ce que ça implique. La deuxième étape était janvier 2025 pour l'obligation en émission, donc pour les entreprises de taille intermédiaire, donc les ETI, et enfin 2026, l'émission pour les plus petites entreprises, donc les PME et les micro-entreprises. Donc, des échéances pour l'émission et dès juillet 2024, l'obligation de réception pour l'ensemble des entreprises sur le territoire. Mais cette timeline a été mise à jour. Donc, d'abord, il y a eu une annonce de report l'été dernier, donc fin juillet, et des nouvelles dates qui sont précisées dans les dernières semaines, qui sont dans le cadre du projet de loi finance. Donc, voici la nouvelle timeline qui peut être plus ou moins modifiée encore, mais en tout cas, c'est la visibilité qu'on a aujourd'hui. Donc, 2024 n'est plus l'entrée en vigueur, mais plutôt la préparation technique, où l'État et la DGFiP vont nous mettre à disposition le PPF. Je vous dirai plus en précision ce que c'est plus tard, mais c'est une plateforme d'État qui sera nécessaire dans le cadre de cette réforme, et un annuaire pour les tests. Donc, l'annuaire aussi étant un outil technique qui permet d'adresser les factures aux bonnes personnes. Ensuite, on va passer en 2025 dans une phase pilote. Donc, c'est sur la base du volontariat et des acteurs qui gravitent autour de cette réforme. Certaines entreprises vont être en mesure de commencer à utiliser ces nouveaux process, mais sans aucune obligation. Et en septembre 2026, on aura le déploiement avec l'obligation d'émission pour les grandes entreprises et les ETI dès septembre 2026, et donc l'obligation de réception, comme je le précisais, pour tous les autres. Et enfin, en septembre 2027, l'émission pour les TPE et les PME. Donc, cette nouvelle timeline, elle a été mise dans le contexte du projet de loi finance, et on attend les dernières validations. Si on rentre plus dans le sujet en tant que tel de la facturation électronique, de quoi parle-t-on? Déjà, il y a 2 grands impacts. Le premier, c'est sur le format des factures. On va voir après que les formats devront être des formats officiels et ce qu'on appelle des formats structurés. Donc, il y a 3 grands formats structurés qui existent. Donc, les factures devront suivre ces formats. Et aussi, l'émission et la réception devra être faites par des nouveaux canaux qui seront autour de plateformes qui sont agréées par l'État, donc soit la plateforme d'État, soit des plateformes agréées par l'État. Donc, ce qu'on a essayé de représenter sur cette slide, c'est typiquement la relation entre un fournisseur et un acheteur précédemment, donc ce qui est moins net sur l'écran, et la relation telle qu'elle sera dans le cadre de la facturation électronique.
Et donc là, vous voyez qu'un fournisseur et un acheteur, quand ils échangent, il y a un nouvel intermédiaire au milieu qui est l'État, puisque par l'intermédiaire des plateformes que j'ai évoquées précédemment, l'État sera présent au milieu de l'échange. Et donc, pour capter ces flux d'échange de factures, donc l'émission et la réception de ces factures. Donc, précédemment, il n'y avait pas d'intermédiaire. Vous pouviez envoyer par les canaux que vous voulez, par mail, par courrier et dans le format que vous souhaitiez les factures. Dorénavant, enfin à partir du moment de la mise en vigueur de la réforme, il y aura l'État en intermédiaire qui surveillera à la fois les formats, mais surtout le canal par lequel vous passez. On peut passer à la slide suivante. Concrètement, ce que ça change, il y a un ensemble de choses qu'on a un peu déjà évoquées, mais il y a les formats standardisés, donc les 3 formats structurés que j'évoquais, donc qui sont, sans rentrer trop dans le détail technique, mais UBL, C2I et FactureX. Donc, ce sont des formats au format XML, donc c'est des fichiers qui peuvent être lus. C'est pour ça qu'on dit structurés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être, ils ont une structure qui est facilement lisible et vu qu'ils sont structurés, toutes les factures auront la même structure, ce qui nous permet de lire directement dans le fichier les informations sans avoir à reconnaître. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on a une technologie DCR qui nous permet de reconnaître un ensemble de données sur les factures, mais qui ne sont pas harmonisées puisque les factures ne sont pas structurées. Maintenant, on n'aura plus à reconnaître des caractères, mais directement les lire dans ce format avec des balises. Et donc, ça permet, vous, d'avoir une exhaustivité des données et surtout être sûr que l'extraction qui est faite par votre plateforme, elle soit 100% juste et fiable. Et sachez qu'aujourd'hui, si vous soumettez une facture dans Spendesk au format FactureX, parce que peut-être que vous avez déjà des fournisseurs qui vous envoient des factures au format FactureX sans vous... Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Donc, en fait, c'est un format PDF à première vue, mais qui, derrière, a un XML avec un format structuré. Et ben, Spendesk les lit déjà. Donc, vous pouvez faire un test si vous en avez une sous la main. Vous allez l'uploader et on va lire directement. Et là, on ne fera pas passer l'OCR, mais directement, on va lire dans le XML. Et vous aurez un petit tag qui vous dit que c'est un format FactureX. Il y a un ensemble d'obligations. Bien évidemment, il y a les données obligatoires. Ça, c'est... Il y a certaines données qui sont peut-être additionnelles, mais historiquement, une facture doit avoir un certain nombre de données présentes. Donc là, rien d'extraordinaire là-dessus. Mais il y a aussi des statuts. En fait, il y aura un ensemble de statuts, certains obligatoires, certains recommandés par l'État pour savoir si la facture a été déposée, rejetée, refusée, encaissée et ainsi de suite. Et enfin, il y a les modes de transmission qu'on va regarder dans un second temps aujourd'hui. Donc, elles doivent transiter par des plateformes officielles. Donc, il y aura la plateforme d'État, le PPF, qu'on a évoqué précédemment, et un ensemble de solutions qui seront certifiées, qu'on appellera les PDP. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de PDP, mais ce sera des acteurs qui sont certifiés par l'État pour pouvoir être des intermédiaires. Donc, les bénéfices, si on regarde ça à l'échelle de l'État et du gouvernement français, évidemment, le premier argument, c'est la lutte contre la fraude fiscale et augmenter les recettes en termes de TVA pour être sûr que la TVA est bien collectée sur l'ensemble des échanges. Évidemment, ça enlève aussi du traitement administratif de leur côté, mais également, ça leur donne une meilleure connaissance des business au sein du territoire avec de la donnée en temps réel et notamment en période, par exemple, de Covid. Cette donnée qui est en direct récoltée permet aussi de prendre des réformes, enfin, mettre en place des actions à un instant donné plus facilement avec de la donnée en temps réel sur le véritable écosystème des entreprises en France. Et du côté des entreprises, évidemment, c'est la compétitivité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous le voyez comme une contrainte et je le comprends totalement et c'est ce sur quoi on travaille pour faire en sorte que ce soit plus fluide pour vous, cette transition. Mais sachez que à moyen terme, ce sera un avantage puisqu'on a évoqué le traitement des données qui est simplifié, mais derrière aussi, vu que tout est standardisé, ça vous permet aussi de gagner du temps et d'être plus en confiance sur le fait que vous avez bien reçu les factures et que vous avez cette visibilité. Et l'échange des statuts permet aussi, côté fournisseur, d'avoir un retour en temps réel du statut de la facture et donc d'améliorer vos relations avec vos fournisseurs. Et donc, ce qui va avec ça, c'est une réduction des coûts de traitement en interne opérationnel, ce que vous avez déjà peut-être commencé avec Spendesk au global, mais là, encore un step plus loin, je dirais, avec cette réforme. Donc maintenant, on va essayer d'être encore plus concret. Donc, on va rentrer sur les solutions potentielles qui sont à disposition. Donc, vous voyez à gauche les 3 grandes entrées. Donc, la plateforme d'État qu'on appelle le PPF, le portail public de facturation, les PDP qui sont les plateformes de dématérialisation partenaires, donc c'est des acteurs privés qui seront certifiés, et puis enfin les OD
donc qui sont des opérateurs de dématérialisation. Donc en fait, c'est un peu n'importe quel acteur aujourd'hui, n'importe quel logiciel, et qui peuvent être en surcouche, par exemple, du PPF ou même de certains PDP, et qui peut être directement connecté et qui vous permet d'avoir une transition en toute tranquillité. Donc, si on regarde la première plateforme, juste au-dessus, le PPF, sachez qu'il sera accessible à tous, ce sera gratuit. Donc, ça, c'est l'État qui garantit une plateforme à disposition pour l'ensemble des entreprises en France. Et sachez qu'il y a déjà un bébé PPF qui existe dans le domaine public, on va dire, avec le portail public de facturation qui s'appelle Chorus Pro. Ensuite, on a les PDP, donc qui sont des acteurs privés qui vont permettre de dématérialiser tout le process et qui, en fait, eux, vont intervenir à la fois sur l'émission des factures et la réception dans le cadre de la réforme. Donc, ils vont permettre d'émettre ces factures par un canal officiel et dans le format officiel et de la même manière de les recevoir. Ils auront une connexion directe avec l'État pour tout ce qui est ce qu'on appelle le e-reporting, qui aura un envoi de données côté émetteur principalement pour tout ce qui est reporting de TVA en temps réel. Et la plupart des PDP seront évidemment payants. Après, selon leur offre, si vous utilisez déjà un acteur qui va devenir PDP, potentiellement, il vous fera ça en plus dans l'offre. Donc, c'est au regard de chacun des PDP. Et ça requiert bien évidemment une certification de la part de l'État avec un ensemble de critères assez poussés, certaines certifications et ainsi de suite. Et ce process n'est pas encore terminé. Donc, il n'y a que des candidats PDP, mais il n'y a aucune plateforme qui a encore été agréée par l'État, sachant que beaucoup des critères ne sont pas encore faisables aujourd'hui de par le retard de l'État sur un ensemble de points. Et enfin, il y a les OD, donc les opérateurs de dématérialisation, qui vont pouvoir librement se connecter au PPF d'un client si le client le souhaite, évidemment, et qui peut apporter en fait des options complémentaires pour gérer le flux de factures qui provient du PPF. Et il n'y a rien de limitant entre un OD et un PPF, évidemment, puisqu'en fait, un OD est un logiciel indépendant qui peut vous apporter toutes les fonctionnalités qu'il souhaite et par l'intermédiaire soit d'un PDP, soit du PPF, récupère le canal officiel avec les formats officiels. Et très certainement, l'ensemble des OD seront payants de la même manière que les PDP. Donc, ça, c'est un schéma qui est censé simplifier, mais en fait, il est assez complexe. En effet, c'est le schéma dit en Y qui est fourni donc, par la DGFiP, qui met à disposition, enfin, qui essaye d'illustrer toutes les options. Donc, j'ai essayé de les parcourir assez rapidement, par souci de temps. Donc, vous avez toujours d'un côté le fournisseur, de l'autre l'acheteur. Et après, à la fois le fournisseur et l'acheteur vont chacun pouvoir choisir leur plateforme. Donc, soit un OD qui peut être connecté à un PDP ou au PPF en direct, soit un PDP ou soit le PPF. Et donc, ce qui fait que ça fait un ensemble de flux possibles. Et par exemple, si on part d'en haut à gauche, on peut avoir un fournisseur qui utilise un OD qui est connecté au PPF et qui va envoyer sa facture à un acheteur qui peut être en haut à droite, qui lui-même aura son propre PDP. Et par là, il ira consulter ses factures et communiquer le statut. Voilà. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions au regard de ce schéma qui peut être un peu complexe au premier abord et on pourra revenir dessus plus en détail. Donc, les plus de Spendesk. Donc, vous disposez de tous les avantages que vous avez aujourd'hui, mais en plus en conformité, puisqu'on va faire en sorte que vous ayez le moins d'efforts possible dans la mise en conformité. Donc, en fait, on pourra le voir plus tard, mais il vous suffira de connecter votre compte PPF à Spendesk et tout se fera en direct dans Spendesk, la réception et la communication des statuts. Le workflow sera plus optimal puisque vous avez déjà vos flots d'approbation aujourd'hui dans Spendesk et vous pourrez toujours en bénéficier avec une adaptation du produit aux contraintes de centralisation de la collecte des factures. Et ça, on pourrait aussi le voir avec ce qu'on a déjà mis à disposition aujourd'hui en bêta comme évolution à la fin de cette présentation. Donc, vous pourrez centraliser l'ensemble des factures dans Spendesk, puisqu'aujourd'hui, en fait, dans Spendesk, vous avez des factures qui seront éligibles à cette réforme, mais aussi d'autres, des factures internationales que vous allez continuer à recevoir à terme par email. Et en fait, donc, dans Spendesk, vous pourrez continuer à les traiter et ça vous permet, dans Spendesk, d'avoir l'ensemble de ces factures
sans multiplier les plateformes et d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble de vos achats. Et enfin, les avantages historiques, donc les workflows avancés, le paiement en direct depuis Spendesk si vous l'utilisez, et un reporting complet sur vos dépenses. Merci Thomas pour toutes ces explications. On a déjà quelques questions dans le chat, notamment une question intéressante de Julie, mais je pense qu'on gardera pour la fin parce qu'elle méritera aussi les éclaircissements qui arrivent dans les slides suivantes. Maintenant que notre audience est absolument spécialiste du sujet du e-invoicing, il est temps effectivement de passer à ce que va faire Spendesk en pratique et donc la façon dont ça va vous impacter. Et je te redonne la main Thomas pour cette partie. Merci. Donc là, on vous fait un petit rappel sur notre cœur de métier qui est sur la gestion des dépenses et la gestion des achats. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous et c'est ce qu'on veut continuer à faire et à bien faire. Donc évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de faciliter la transmission des informations du terrain sur l'ensemble de ces achats auprès de vos équipes finances. On veut faire gagner du temps, enfin faire gagner les collaborateurs, leur faire gagner du temps et de l'autonomie dans ces process d'achat qui peuvent être assez laborieux au sein des entreprises. Et on veut aussi vous offrir un ensemble d'outils pour gérer vos finances. Et donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on veut continuer à faire dans le cadre de cette réforme. Donc comment nous, on se positionne? Aujourd'hui, le positionnement qu'on a choisi, c'est celui d'OD, d'opérateur de dématérialisation. Et donc là, on vous avait fait un nouveau schéma qui est plus simple normalement à comprendre puisqu'il n'y a pas tous les autres acteurs qui vont graviter autour. Donc, à gauche, vous aurez vos fournisseurs. Vos fournisseurs, ils vont choisir si eux, ils utilisent le PPF, un PDP ou un OD adossé à un PPF ou au PDP, au PPF ou à des PDP. Par là, ils vont envoyer leurs factures qui sont assujetties à la TVA. Et vous, vous aurez créé au préalable un compte sur le PPF, votre propre compte, qui sera connecté à Spendesk, de sorte à recevoir directement les factures dans Spendesk et pouvoir les lire et communiquer un statut de refus, de validation et ainsi de suite. Et en parallèle, vous avez toujours des fournisseurs qui vont pouvoir envoyer certaines factures qui sont non assujetties à la TVA. C'est ce que je vous disais avec les factures internationales. Et ben, elles viendront quand même dans Spendesk, elles ne passeront pas par votre PPF, mais vous les aurez dans Spendesk et vous aurez toujours la vue d'ensemble sur ces factures. Et donc, évidemment, on va supporter les 3 formats standards, donc les formats structurés que j'évoquais précédemment, et tout sera intégré dans vos flows de validation actuels. Donc, pas de gros changements là-dessus, si ce n'est la connexion à l'environnement de PPF au préalable. Donc, pourquoi on décide d'être OD et PDP? Le premier argument, déjà, c'est que nous, on a un cœur de métier et on veut continuer à se concentrer sur le cœur de métier pour toujours mieux le faire. Et il y a énormément de choses déjà dans ce scope-là à traiter pour bien le faire et bien vous accompagner. Et donc, on va se positionner essentiellement côté réception des factures, puisqu'en fait, l'émission des factures est un métier en tant que tel. Et nous, notre cœur de métier, il est sur le côté réception et on veut approfondir sur ce domaine-là. Et pour être PDP, il faut se positionner sur les deux. Et donc, nous, on pense qu'on perdrait à court terme beaucoup d'énergie à se concentrer aux deux et donc à moins bien vous accompagner sur le métier, sur notre métier d'aujourd'hui. D'autre part, et ça c'est un facteur non négligeable, c'est qu'il n'y a rien de limitant sur les fonctionnalités que nous pourrons offrir en tant qu'OD. C'est-à-dire qu'on va être connecté directement au PPF et derrière, on peut vous offrir toute une panoplie de fonctionnalités comme aujourd'hui, en plus du PPF. Donc, ce n'est pas parce qu'un PDP présente plus de fonctionnalités que le PPF que vous, avec un OD connecté au PPF, ne vous pourrez pas bénéficier de toutes ces fonctionnalités également. Nous sommes membres du FNFE, du Forum national de la facturation électronique, et on est également accompagné par des experts, notamment Cyril Sautreau, qui est le président du FNFE et expert dans le domaine de la facturation électronique depuis plus de 10 ans. Et on est également en contact directement avec le cabinet de Jean-Noël Barrault, qui nous permet d'être en temps réel à jour sur les évolutions côté de l'État, des évolutions techniques. Et enfin, on a rencontré un ensemble de nos clients, alors peut-être pas l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui, mais en tout cas, on en a contacté plusieurs avec qui on a échangé par rapport à leurs usages aujourd'hui, sur les possibilités
dans le cadre de cette réforme d'évolution et aussi sur les prototypes sur lesquels on a travaillé. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est de passer un peu à l'étape d'après avec du concret. Donc, on va vous présenter une fonctionnalité qui n'est évidemment pas la fonctionnalité que vous aurez à terme, mais qui vous permet de voir vers quoi on se dirige. Donc, aujourd'hui, on a adapté notre produit aux enjeux de centralisation des achats, puisqu'en fait, vu que tout va passer par une plateforme officielle, vous allez devoir centraliser vos achats. Mais malgré cette contrainte de centralisation, on veut permettre de décentraliser ensuite, tout en vous permettant de vous reposer sur vos collaborateurs pour approuver ces factures. Et donc, on a construit une solution qui est aujourd'hui en bêta pour ça. Et derrière, elle se connecte. Et cette partie que je vais vous présenter sera connectée au PPF. Donc, je change d'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Donc, là, je suis connecté en tant que membre de l'équipe finance de l'entreprise. Et vous voyez que dans l'onglet demande, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle boîte de réception, où je vois toutes les factures qui sont arrivées d'une source externe. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement le mail. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez à disposition un mail générique Spendesk dans lequel vous pouvez envoyer toutes vos factures qui sont à payer, via lequel vous pouvez envoyer toutes ces factures. Et donc, elles seront maintenant présentes en fait dans cette inbox. Et à terme, en plus de ces factures qui arriveront par mail, notamment pour les factures internationales, vous aurez également les factures qui proviendront du PPF avec l'ensemble des fonctionnalités qui vont avec le PPF. Donc, le fait de pouvoir communiquer le statut, le fait de pouvoir lire au format, ça, ce n'est pas présent dans ce que je vous montre aujourd'hui puisque, bien entendu, ce n'est pas encore mis à disposition par l'État. Mais ça vous permet de voir à peu près comment ça va fonctionner. Donc, dans cette inbox, vous avez un inbox partagé pour les équipes finance, mais aussi l'inbox personnelle pour les employés et aussi les personnes de l'équipe finance qui ont aussi un statut de requester dans Spendesk. L'avantage, c'est qu'ici, vous avez une vue d'ensemble des factures qui sont attribuées avec une possibilité aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, d'attribuer à un employé donné une facture, ou de passer par la sélection du bon de commande si jamais vous l'utilisez aujourd'hui. Et en sélectionnant le bon de commande, ça va attribuer automatiquement à l'employé qui a été initiateur de cette commande et donc qui a probablement un droit de regard sur la facture. Donc ça, c'est pour celles qui sont attribuées, mais aussi l'avantage avec cette inbox, c'est que vous pourrez voir toutes les factures qui seront en attente d'approbation. Donc ici, vous pouvez voir que Max a une facture qui lui a été assignée, et il doit la valider et la soumettre pour le flot d'approbation. Et vous pourrez aujourd'hui soit la réaffecter, soit la supprimer. Donc ça, c'est pour les factures actuelles. Dans le cadre de la facturation électronique, vous ne pourrez évidemment pas les supprimer, mais envoyer un statut au PPF comme quoi vous refusez cette facture pour une raison X ou Y. Donc voilà, donc ça c'est une vue d'ensemble. Évidemment, ce n'est pas dans l'ensemble des fonctionnalités pour la facturation électronique, mais ça vous permet de vous montrer qu'on adapte déjà dès aujourd'hui le produit aux contraintes de centralisation pour que vous puissiez plus facilement commencer à centraliser vos process et avec la plateforme Spendesk. Donc là, maintenant que vous avez tous emmagasiné beaucoup d'informations sur la réforme et ce qui est à venir, vous devez vous demander, mais moi, en tant que client Spendesk, quelles sont mes prochaines étapes, surtout avec une échéance relativement lointaine. Nous, chez Spendesk, on prend le parti de se dire qu'anticiper, c'est toujours mieux. C'est aussi pour ça que les équipes produits continuent à travailler sur le sujet comme si c'était prévu pour 2024. Et donc, vous avez une petite to-do list dont vous pourrez bien sûr rediscuter avec notre équipe de chargés de compte. Ce qu'on ne peut que vous conseiller de faire, notamment si vous n'utilisez pas encore les factures fournisseurs sur Spendesk, c'est de faire un point avec notre équipe de chargés de compte pour comprendre comment digitaliser vos processus de facture en prévision du e-invoicing. Le conseil qu'on donne à nos clients, c'est toujours de se dire prenons le temps de faire chaque changement par étape, si vous voulez, et donc de préparer en fait la réforme en s'appropriant les factures fournisseurs sur Spendesk, en voyant comment les gérer à partir de votre compte Spendesk, de les payer à partir du portefeuille. Et en fait, cette digitalisation
de vos processus liés à vos factures fournisseurs, vous permettra le jour où la réforme arrive et est effective pour de bon, même si c'est un peu loin pour l'instant, ça va arriver, de l'aborder en toute sérénité, puisque Spendesk sera de son côté en conformité et ce sera quasiment invisible pour vous, ou en tout cas le plus indolore possible dans ce cadre-là. Donc notre premier conseil, c'est vraiment de faire ce point avec votre chargé de compte si vous n'utilisez pas encore les factures fournisseurs dans Spendesk. Dans un second temps, nos équipes vont naturellement communiquer, hein, comme Thomas le disait, les informations arrivent via le gouvernement au fur et à mesure des décisions qui sont aussi prises sur la réforme de façon globale. Donc, n'hésitez pas à lire toutes les communications qu'on vous enverra sur le sujet dans les prochains mois pour rester au maximum à la page des informations. Et après la réforme, alors, naturellement, cette to-do list est conditionnée aux évolutions qui pourraient être émises par les recommandations du gouvernement, mais a priori, à ce stade, vous aurez 3 étapes. La première étape, ce sera de créer votre compte sur le portail public de la facturation. On a utilisé beaucoup d'acronymes aujourd'hui, c'est donc le fameux PPF. Une fois que ce sera fait, il s'agira de connecter votre compte PPF directement à Spendesk grâce à l'interface dédiée sur lesquelles nos équipes travaillent et sur lesquelles elles auront plus de visibilité aussi dans les prochains mois et encore plus lorsque l'espace test de l'État sera ouvert pour voir comment y connecter Spendesk le plus facilement possible. Et la troisième étape, comme vous aurez fait en amont la réflexion sur la gestion de vos factures fournisseurs avec votre chargé de compte, que vous aurez suivi ce webinaire et que vous aurez eu cette to-do list, eh bien, ce sera simplement de profiter toujours de toutes les fonctionnalités de Spendesk en conformité. Mais je ne saurais que trop insister sur l'importance d'en parler avec votre chargé de compte si vous vous rendez compte que les processus de digitalisation des factures ne sont pas encore en place dans votre entreprise. On va pouvoir passer à un moment de questions. Alors Tom, pour commencer, on avait une question dans le chat de Julie qui nous demandait mais quel intérêt de passer par un PDP, donc un partenaire de dématérialisation payant si le PPF est gratuit? Oui, alors c'est une bonne question. Tout dépend en fait du PDP et de comment il va se positionner. Il pourrait faire strictement ce qui est obligatoire et donc être l'équivalent du PPF. Et donc dans ce cas-là, on peut vraiment se demander quel est l'avantage. Mais il peut aussi en fait construire un ensemble de fonctionnalités additionnelles. Donc en fait, l'idée c'est plutôt que c'est des acteurs comme nous, Spendesk, qui vont faire le choix potentiellement de venir PDP. Et donc ils viennent pas juste avec le bloc de fonctionnalités du PPF, mais également avec leurs fonctionnalités existantes. Et c'est ce qu'on aurait pu faire nous aussi, si on avait eu aussi le côté émission, mais ce qui n'est pas le cas, puisqu'on veut se centraliser sur la réception. Donc, l'avantage de payer un PDP, c'est par rapport à des process que vous avez déjà en place, des outils que vous utilisez déjà, et un ensemble de fonctionnalités qui vous intéressent, qui peuvent être spécifiques à ce PDP, notamment sur... dans certaines industries qui ont des cas très spécifiques sur l'émission et la réception de factures, ils vont utiliser des acteurs existants qui sont adaptés à ces enjeux très spécifiques, qui vont faire le choix d'en plus intégrer cette accréditation PDP et l'ensemble des fonctionnalités qui sont obligatoires dans le cadre de cette réforme. Donc voilà, donc c'est des choix de positionnement. L'un et l'autre, tout est intéressant. À chaque fois, c'est au cas par cas par rapport à vos besoins spécifiques au sein des entreprises. Et donc, c'est là où les chargés de compte peuvent vous aider à avoir cette visibilité et voir comment, par rapport à votre cas, en toute transparence, vous pouvez vous positionner également. Je ne sais pas si je réponds à votre question. N'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas et j'essaierai de préciser. Thomas, tu as eu droit, c'est très clair de la part de Julie, donc félicitations. Et on a une excellente question de Sandrine aussi qui nous dit comment est-ce que cela se passera quand un paiement aura été fait via une carte virtuelle ou physique lorsque c'est au collaborateur de déposer son justificatif? C'est un très bon point. Et donc, c'est un des avantages aussi. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de nous positionner vis-à-vis de cette réforme, puisqu'en effet, quand un collaborateur va réaliser un paiement avec une carte, et qui devra, dans le contexte d'une facture qui est éligible à la TVA et pour laquelle vous voulez, il y a un enjeu de collecte de TVA, ce collaborateur, en fait, ce qu'il va faire, une fois que la réforme sera mise en place, et selon le fournisseur, donc si c'est un fournisseur qui est déjà éligible à l'émission de facture dans le cadre de la facturation électronique, pardon, le collaborateur va venir faire son paiement et il va devoir indiquer au fournisseur, au moment du paiement, qu'il a besoin d'une facture à
proprement parler, il va devoir indiquer son numéro de sirène d'entreprise pour que le fournisseur puisse émettre la facture par le canal officiel. Et donc, nous, on va recevoir cette facture, puisque ça va transiter par la plateforme du fournisseur, par le PPF, puis chez nous. Et nous, on va pouvoir réconcilier automatiquement cette facture avec le paiement qui a été réalisé par carte. Donc, ça nécessite une étape où les employés vont devoir indiquer ce numéro, donc ce qui sera un peu nouveau dans les... Mais bon, aujourd'hui, déjà, si vous vouliez une facture officielle, entre guillemets, il fallait déjà communiquer certaines informations sur votre entreprise. Et donc, nous, l'avantage, c'est qu'on peut automatiquement lier ce reçu, mais donc ce ne sera plus à l'employé de directement attacher le reçu quand c'est une facture éligible à la réforme, et elle viendra directement s'attacher au paiement par carte. Et si je vais plus loin, il y a aussi les notes de frais, où de la même manière, si l'employé veut être remboursé, il devra demander à ce que la facture soit émise par ce canal-là. Et donc là, elle va arriver dans la plateforme et il y aura un système dans l'inbox qui permettra à l'employé de dire ça, c'est une facture pour laquelle je veux être remboursé, il n'y a pas de paiement en face par carte, et de soumettre une demande de remboursement sur cette facture officielle. Et là, je m'écarte de la question. C'est un sujet sur lequel on pourrait dériver longuement. Sandrine, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez nous poser? Sandrine, ça va être compliqué avec les restaurants ou les tickets de carburant. Et Julie demande, donc ce sera à l'employé de bien spécifier, par exemple, au restaurateur que c'est une vraie facture entreprise. Oui, alors après, vous savez, il y a pour une facture éligible, donc déjà, il y aura des seuils de tolérance selon les montants, etc. Donc, c'est qu'à partir de certains montants qu'il faudra réclamer des factures officielles. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui sont précisés par la DGFiP. Et oui, évidemment, c'est un changement, mais ça, c'est indépendamment de la plateforme. C'est tous les employés, quelle que soit la plateforme utilisée par l'entreprise, qui vont devoir avoir ces nouveaux process. Nous, dans Spendesk, notre ambition, c'est de simplifier ça pour les employés, donc notamment quand ils font un paiement, d'avoir une notification en direct qui leur précise que s'ils ont besoin d'une facture officielle, ils peuvent communiquer des éléments que nous, on aura déjà à disposition dans Spendesk et qu'on pourra fournir à l'employé pour qu'il réclame cette facture. Donc, on pourra leur faire des rappels. C'est des choses auxquelles on pense dans l'expérience pour les employés. Mais évidemment, oui, c'est un changement, mais qui sera pour tout le monde. Et il faut qu'on fasse en sorte que ce soit le plus fluide possible. Donc, il y aura de l'éducation, évidemment. De l'éducation que nous, on fournira aussi par des ressources que vous recevrez par mail. L'idée, c'est bien sûr de vous accompagner. On a d'autres questions. Sandrine demande si on aura toujours la possibilité de mettre des factures en PDF. Donc ça, oui, vous aurez toujours la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, Thomas, je te laisserai compléter, mais c'est un enjeu pour les équipes produits d'être capable de détecter les doublons des éléments qui pourraient arriver d'abord par le PPF et être soumis en parallèle par des collaborateurs et d'éviter que les deux soient traités directement dans Spendesk. Oui. Alors, évidemment, nous, on va laisser la main pour la soumission des PDF. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des factures qui ne sont pas éligibles à la réforme et donc, il faut que vous puissiez les mettre sur la plateforme. En revanche, nous, on a déjà un système qui détecte les doublons avec une paire entre le numéro, le nom du fournisseur et le numéro de facture, par exemple. Et donc, en fait, ça, c'est un ensemble de détections qui seront à disposition. Et donc, bien évidemment, si un employé soumet une facture, nous, on aura un process pour checker que cette facture n'a pas déjà été reçue via le PPF et donc en informer à la fois l'employé, mais aussi l'équipe finance. Et ça permet de faire le lien avec aussi une question de Fifi qu'on a eu sur presque toutes les conférences du Spendesk Live. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aussi pour celle-ci qui demande comment ça va se passer pour les fournisseurs étrangers. Eh bien, en fait, les fournisseurs étrangers ne sont pas soumis à la réforme du invoicing en France. Et donc, ce sera tout l'intérêt de pouvoir continuer à soumettre des factures en PDF dans Spendesk pour les factures qui ne seront pas assujetties à la réforme et qui ne transiteront pas par la plateforme de l'État français. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? En tout cas, Thomas, ça conforte qu'on avait besoin de parler de ce sujet aujourd'hui parce que pas mal de clients se posent des questions. Au fur et à mesure que le gouvernement nous donnera plus d'informations sur la partie technique, d'autres questions, bien sûr, arriveront et nous resterons à vos côtés via les communications, peut-être via d'autres webinaires qu'on pourra faire et puis via l'accompagnement aussi que vous pouvez trouver auprès de vos chargés de compte. Je vous laisse encore un petit moment. Ronan qui demande allez-vous mettre en place le e-reporting pour la partie des factures non assujetties? Thomas, je te laisse la prendre.
C'est une très bonne question. Donc, nous, on va faire par étapes. Donc, la première étape qui va impacter nos clients va être la partie réception. Donc, c'est ce sur quoi on se focalise. Et sur la partie des factures étrangères, évidemment, c'est un bon point. Elles seront assujetties au e-reporting. Dans le même batch, en gros, c'est quand vous serez assujetti à l'émission, vous serez assujetti au e-reporting et donc aussi pour les factures étrangères, assujetti au e-reporting. Et donc, le but, c'est aussi de vous faciliter les choses pour pouvoir vous générer plus facilement cet e-reporting sur ces factures étrangères. Et, donc, il y aura de toute façon à disposition sur le PPF un module qui permettra de le faire, mais nous aussi, on va étudier cette partie pour voir comment on peut vous faciliter la tâche et simplifier directement ces extracts. Nous avons une autre question de Linda, une très bonne question parce qu'à mon sens, elle recoupe à la fois l'aspect technique, mais aussi cette notion de timeline qu'on n'a pas forcément évoquée et qui prend en compte la taille des entreprises et des obligations qu'elles auront. Linda nous demande, pour un petit volume de factures fournisseurs, une entreprise a-t-elle un intérêt à passer par un PDP? Alors, c'est une bonne question. Donc déjà, sachez que la DGFiP avait prévu, avec tous les reports d'échéance, cette campagne ici va être repoussée, mais une campagne pour sensibiliser les entreprises au fait qu'il ne faut pas non plus se précipiter autour de cette réforme et donc évidemment ne pas choisir trop vite un PDP puisque vous avez le temps de voir venir. Les volumes, s'ils sont faibles, ils sont tout à fait gérables sur le PPF directement. Et encore une fois, l'avantage de Spendesk, c'est qu'on est connecté au PPF, donc naturellement, vous les aurez aussi dans Spendesk. Mais si vous ne souhaitez pas, pour une raison X ou Y, le faire via Spendesk, la plateforme PPF qui est gratuite et à disposition vous permettra tout à fait de gérer sur un volume assez faible cette réforme. Ce sera plus manuel. Vous ne bénéficierez pas des avantages de Spendesk, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et donc, je ne vous conseille pas en tout cas d'aller chercher d'autres PDP pour gérer un volume faible de factures entrantes. Alors, Linda, vous complétez votre demande, oui, pour certaines factures, mais pas le reste des fournisseurs. Je ne suis pas sûre de comprendre votre réponse. Je vous laisse me préciser peut-être le sujet. Si vous le souhaitez. Vous êtes peut-être en train de taper. En tout cas, pour bien récapituler l'un des éléments clés de cette conférence, la différence majeure entre un partenaire de dématérialisation, donc un PDP et Spendesk qui sera un opérateur de dématérialisation, c'est bien cette notion d'émission et de réception de factures. Un PDP aura la capacité de faire les deux. Donc, si vous avez des factures d'achat, la question se pose. En revanche, si vous n'avez que des factures fournisseurs que vous souhaitez digitaliser, Spendesk est déjà une solution qui vous permet de le faire. Et donc, Linda, les sous-traitants, les opérateurs téléphoniques, par exemple. Linda, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse un point un peu plus poussé sur votre situation précise. Ça me permettra de mieux comprendre. Donc, je vous contacterai à l'issue de la conférence pour qu'on puisse en parler puis bien comprendre vos enjeux. Et ensuite, on a Bertrand qui a également participé à d'autres conférences. Bonjour Bertrand, qui nous dit il y a des fournisseurs non gérables dans Spendesk comme les droits d'auteur. Et donc, Bertrand, bonjour. Avez-vous une question spécifique sur cet aspect? Et qu'est-ce que vous entendez par non gérable dans Spendesk exactement? Vous parlez dans le cadre de la réforme ou aujourd'hui, tel quel? Alors, je pense que peut-être, Bertrand, dans votre cas spécifique, il pourrait également être intéressant de faire un point avec votre chargé de compte dédié. Parce que c'est vrai que là, le fait que vous n'ayez pas la parole, et on en est désolé aujourd'hui, contraint un peu les échanges à ces écrits un peu compliqués. Donc, Bertrand, on reviendra également vers vous pour pouvoir en discuter plus directement avec votre chargé de compte. On a une autre question de Yann qui est très pertinente parce que Spendesk évolue aussi dans un écosystème et pas de façon uniquement indépendante, qui demande si Spendesk recommandera certains PDP.
On pourrait en recommander. Alors aujourd'hui, tel quel, il n'y en a aucun qui existe. L'idée aujourd'hui, c'est que nous, on est en mesure de vous accompagner et on fait tout pour vous accompagner. Donc, il faudrait comprendre pourquoi vous voudriez utiliser un PDP et on peut tellement très bien en discuter avec vous en direct pour comprendre en fait vos enjeux et voir pourquoi vous penseriez plutôt à un PDP plutôt que Spendesk pour vous accompagner. Mais donc l'idée, nous, on recommande Spendesk, mais après, encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, il faudrait qu'on comprenne vos enjeux. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte en fait combien ce partage théorique que nous on fait génère aussi des questions avec des cas pratiques très ciblés chez nos clients. Et donc je vous renvoie à la to-do list qu'on vous présentait un peu plus tôt. N'hésitez pas à prendre contact avec votre équipe de chargés de compte pour voilà explorer ensemble le sujet. Nous, ça nous permettra de vous conseiller au mieux sur la démarche à emprunter dans les prochains mois, peut-être même prochaines années. Ça nous permettra aussi potentiellement de faire remonter à l'équipe de Thomas des retours sur votre cas d'usage spécifique et donc de pouvoir aussi les prendre en compte dans le développement de la plateforme aux côtés des obligations gouvernementales qui seront diffusées les prochains mois. Donc, j'ai bien noté de recontacter Linda. Bertrand, j'ai votre chargée de compte avec nous dans cette salle. Donc, elle vous recontactera également pour faire un point sur votre situation avec notre aide si besoin. Mais merci en tout cas infiniment pour toutes ces questions qui nous montrent que ce sujet est aussi complexe qu'omniprésent aujourd'hui dans la tête de toutes les équipes financières était assez pertinent, je pense, aujourd'hui à aborder. Et merci aussi beaucoup, Thomas, pour la qualité de tes informations. Bertrand, on transmet votre bonjour à Jennifer. mais c'est bien, c'est aussi ça le Spendesk Live, c'est l'occasion de se parler, de se voir. Vous, entre clients, de comprendre aussi vos problématiques, c'est tout à fait l'esprit de cet événement. Donc, en tant que membre de l'équipe organisatrice, je suis absolument ravie de cette émulation. Je ne vois pas d'autres questions apparaître dans le chat. On arrive au bout du créneau de cette diffusion. Je vais donc vous souhaiter à tous une très bonne journée. Le replay de l'ensemble de nos conférences qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui vous sera bientôt envoyé par mail. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à prendre contact une nouvelle fois avec notre équipe de chargés de compte si vous avez des questions, à utiliser aussi notre centre d'aide qui regorge de ressources. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt.